Amélie a pris le verre d'eau d'une main qui ne tremblait pas. Des années d'entraînement, elle était devenue une experte des gestes serviables et discrets. Verser de l'eau, arranger un oreiller, tendre un livre, ces mouvements s'étaient ancrés dans sa mémoire musculaire, vestige d'une autre vie. Là-bas, la moindre maladresse, la moindre goutte renversée était suivie d'une punition. Ici, elle recevait un sourire reconnaissant, mais les réflexes restaient. Elle s'est approchée de la petite table, a versé l'eau de la carafe en cristal, puis a aidé la vieille dame allongée sur le lit à se redresser, un corps fragile, presque sans poids sous ses mains. La peau comme un parchemin délicat, les os semblables à ceux d'un oiseau. Au contact de cette fragilité, un frisson parcourait toujours son dos, des souvenirs d'autres mains, lourdes et autoritaires, qui ne connaissaient ni pitié ni doute, des mains qui ne demandaient pas, mais prenaient. Madame Véronique Dubois a accepté le verre avec grâce et a bu quelques gorgées. Même maintenant, il y avait dans ses mouvements une certaine beauté presque parfaite, qui avait survécu plus longtemps que toute autre beauté, effacée par les années. Ses mains restaient belles, des poignets fins, de longs doigts qui autrefois devaient être couverts de bagues et maintenant de petites taches brunes. Rien d'étonnant, la vieille dame avait 92 ans. Amélie savait qu'autrefois, cette résidente de la maison de retraite Les Pins Dorés avait été actrice à la Comédie Française, qu'elle avait joué les grands rôles, brillé sur scène et brisé des cœurs. Maintenant, il ne restait que des souvenirs que la femme aimait parfois partager et qu'Amélie aimait écouter. Les destins des autres la fascinaient énormément. Probablement parce que sa propre vie avait été plutôt sinistre. Amélie avait connu beaucoup de malheurs sur son chemin, tandis que les petits vieux de la résidence, certains avaient joué sur scène, d'autres avaient chanté, il y avait eu des inventeurs, des professeurs, même des enquêteurs, et ils adoraient parler. Que faire d'autre d'ailleurs? Alors Amélie écoutait et prenait des notes mentalement. On ne sait jamais, l'expérience des autres pourrait servir. Elle a repris le verre et l'a remis sur la table. Ne pas oublier de le rincer. Peut-être voulez-vous du thé, Madame Véronique? Non, pas besoin. Peut-être ce soir. Et obligatoirement du thé vert. Mais toi, tu as l'air triste aujourd'hui. Je l'ai remarqué. Il s'est passé quelque chose, c'était pour cela qu'Amélie aimait ses petites vieux. Elle les intéressait aussi. On pouvait partager ses peines et recevoir du soutien, parfois même des conseils. Seulement voilà, partager ce qui s'était passé, elle n'en avait pas le droit, sinon on pourrait découvrir son secret, le grand secret. C'était agréable quand quelqu'un s'intéressait à vous. Un jour, tout le monde connaîtrait son secret, bien sûr, mais ce n'était pas encore le moment. Non, je suis juste fatiguée, a souri Amélie. Oh, comment ne pas être fatiguée? Nous sommes si nombreux, et vous êtes si peu nombreuses. Vous courez partout dans la résidence comme des abeilles. Vous êtes nos perles, les filles. Bon, je ne vais pas te retenir. Mais passe-moi juste un livre de l'armoire, s'il te plaît. Mes petits-enfants m'ont récemment apporté de nouveaux romans d'amour. N'importe lequel. Amélie a hoché la tête. Madame Véronique adorait les romans d'amour, ces romans stupides avec des couples lascifs sur les couvertures et des titres si drôles. L'amour du Highlander, l'aube ardente ou le conte imprévisible, le mensonge du destin. L'attention d'Amélie a été attirée par un livre dont le titre l'a fait frissonner. Elle a pris le livre. Sur la couverture, une jeune fille vêtue d'une robe brodée de perles. Son visage était à moitié caché par un voile, ne laissant voir que des yeux langoureux maquillés. Personne ne savait à quoi ressemblaient vraiment les esclaves. Mais Amélie, elle savait, pas de perles, pas de voile. Et le regard n'était pas langoureux, mais vide et fatigué, comme si ce n'étaient pas des yeux, mais des billes de verre insérées dans les orbites. Mais Dieu merci, ce n'était plus le cas maintenant. Bien qu'elle ne soit toujours pas libre, mais alors, c'était 100 fois pire. Elle a ouvert le livre. La jeune Leslie Nielsen part en voyage en Écosse avec son père, mais en chemin, elle est enlevée par des pirates. Quel sera le destin de cette beauté rebelle, et que fera-t-elle en tombant dans le harem du pacha? Se résignera-t-elle à son sort ou luttera-t-elle jusqu'au bout pour son amour? Amélie. Amélie a refermé le livre brusquement. Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Si tu veux, prends-le aussi pour le lire. Mais fais attention, je ne supporte pas les pages cornées et les taches, a grimacé Madame Véronique. Quelle femme cultivée, même ses livres bon marché, elle les préserve. Amélie a admiré mentalement Madame Véronique et s'est promis qu'elle traiterait les livres exactement de la même manière. Merci. Je vais prendre celui-ci. Oui, très bien. Et pour moi, donne-moi celui sur le Highlander, s'il te plaît. C'est tellement intéressant. Et le quotidien écossais médiéval y est si bien décrit. Tu sais, un jour, un ambassadeur écossais m'a fait la cour. Enfin, britannique. Mais son sang était écossais, bouillant. Madame Véronique a levé les yeux au ciel d'un air rêveur. Je regrette encore de ne pas être partie avec lui, mais que faire? J'avais déjà un mari et un amant très prometteurs. Mais Édouard, je m'en souviens encore, alors que mon mari et cet amant, je les ai oubliés. Ah, comment il me faisait la cour, Amélie, avec quels yeux brûlants il me regardait.
Son interlocutrice a gloussé. « Eh bien, ça alors ?» « Oui, » a acquiescé la vieille dame. « Et tu sais, il y a aussi des inconvénients à cela. Quand il y a beaucoup d'hommes dignes, c'est presque impossible de faire un choix. Je pense que tu as des problèmes similaires. Non, je n'ai pas ce genre de problème. Eh bien, tu les auras. Il suffit d'apprendre à te présenter, et les hommes commenceront à tourner autour de toi en essaim. En essaim, ma chérie. Et toi? Ah, toi, il ne te restera plus qu'à te défendre. Amélie, tu es une beauté, tu ne le comprends simplement pas encore. C'est comme si tu ne te laissais pas t'épanouir, je vois la vraie beauté. J'ai consacré toute ma vie à sa création. Amélie a ri. Je n'ai pas besoin qu'ils viennent en essaim. Et si je n'arrive pas à me défendre? Et puis je n'ai rien de beau. Je suis ordinaire. Alors il faut se défendre intelligemment pour que ce qu'il faut ne s'envolent pas trop loin. Et concernant la beauté, excuse-moi, mais tu te trompes, ma chérie. Tu ne te connais simplement pas encore toi-même. Mais ce n'est rien, tu es encore jeune, ton heure viendra. Certaines fleurs s'épanouissent un peu plus tard. Ah, bon, file ma petite, et moi je vais lire mon livre. Amélie est sortie de la chambre en faisant un signe de tête d'au revoir à Madame Véronique. Quelle femme agréable quand même. Oui, ils sont tous agréables. Ce n'est pas juste une maison de retraite, mais une vraie résidence avec de très bonnes conditions. Il n'y a pas de vieux abandonnés ici. Ici, les gens aisés envoient leurs parents, grands-parents, des gens qui se soucient du sort de leurs proches. Amélie s'était retrouvée dans cette résidence par miracle. Beaucoup voulaient y travailler, mais elle avait eu de la chance. Son ange gardien l'avait aidée, et il avait promis que bientôt, un autre problème serait résolu aussi, un très gros problème qu'un ange seul pouvait résoudre. Sauf que récemment, cet ange était mort, et Amélie n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Heureusement qu'on ne l'avait pas chassée de la résidence. Elle n'avait absolument nulle part où aller, et dans la résidence, on pouvait vivre. À la cuisine, la cuisinière donnait à Amélie de la nourriture 3 fois par jour. Il y avait un lit avec des draps propres. Il y avait une douche. Oh, comme elle rêvait encore récemment d'une douche. Que dire? Simplement d'eau chaude. Là-bas, d'où son ange l'avait sauvée, il n'y avait que de l'eau froide. Le matin, tu te lavais le visage et les mains, et il te semblait que ton visage et tes mains se transformaient en glaçons. Et ensuite, avec ces mains glacées, il fallait accomplir le travail. Beaucoup de travail. Comme un robot, et autour, les mêmes robots aux yeux de verre. Oui, un ange avait sauvé Amélie, mais pas les autres. Et que faire avec cela? Elle ne le savait pas, mais là-bas, il y avait des gens à sauver. Beaucoup de gens différents avec qui Amélie avait eu le temps de faire connaissance. Là-bas, en enfer, elle aimait aussi écouter les histoires. Il y avait en enfer des gens qui s'y étaient retrouvés à cause de dettes, à cause d'une peine de prison qui les menaçait. Il y avait ceux pour qui la liberté après leur peine s'était révélée plus effrayante que la captivité. Il y avait des mères célibataires abandonnées par leur mari, tombées dans un piège pour nourrir leur enfant et rembourser les crédits laissés par leur mari en souvenir. Et il y avait ceux qui étaient descendus en enfer pour sauver leurs proches, comme l'avait fait Amélie elle-même, sauf qu'elle s'était enfuie. Et eux, qui sait ce qui se passe là-bas maintenant? Cela faisait déjà 6 mois qu'elle n'était pas allée en enfer. Et ce qu'elle craignait le plus au monde, c'était d'y retourner. Elle aurait pu aller à la police, mais l'ange lui avait dit de ne pas le faire, parce que le maître de l'enfer avait des relations partout. Il pouvait encore retrouver Amélie et la ramener là où elle voulait le moins se retrouver. Là où il n'y avait que de l'eau glacée, où l'estomac se tordait constamment de faim et où les mains gelaient tellement que les doigts ne répondaient plus. Et avec ses doigts, il fallait quand même accomplir le travail, sinon la punition était sévère. Le maître de leur enfer était extrêmement inventif en matière de punition. L'enfer se trouvait dans la zone industrielle de Vénissieux, dans un grand hangar gris. De l'extérieur, cela ressemblait à un entrepôt ordinaire. Mais à l'intérieur, c'était un atelier clandestin où l'on fabriquait des contrefaçons de vêtements de luxe. Des faux Chanel, des faux Hermès, des faux Louis Vuitton. Amélie cousait des sacs à main, ses doigts fins étaient parfaits pour les petites coutures délicates. 12 heures par jour, parfois 14. Les mains tremblaient de fatigue, les yeux pleuraient à cause de la lumière artificielle. Mais il fallait continuer, sinon pas de nourriture. Ou pire, la punition de Monsieur Étienne. Étienne Marchand était le propriétaire de cet enfer. Un homme d'une 50aine d'années, toujours vêtu d'un costume sombre, les cheveux gominés en arrière. Il venait 1 fois par semaine inspecter le travail. Il marchait lentement entre les rangées de machines à coudre, s'arrêtait derrière quelqu'un, regardait par-dessus l'épaule. Si le travail lui plaisait, il hochait la tête en silence et passait. Si quelque chose n'allait pas, il attrapait le produit et le déchirait devant tout le monde. Refait. Et pas de dîner ce soir. Sa femme Gisèle était encore pire. Une femme maigre aux lèvres fines, elle supervisait les ouvrières. Elle pouvait gifler pour un regard de travers, pour un mot prononcé sans permission. Elle appelait tout le monde par des numéros. Amélie était le numéro 23.
Il y avait environ 30 personnes dans l'atelier, des femmes surtout, mais aussi quelques hommes. Ils dormaient dans une pièce à l'étage, sur des matelas posés à même le sol. Pas de chauffage en hiver, juste des couvertures fines. La nourriture était distribuée 2 fois par jour. Le matin, du café au lait tiède avec du pain rassis. Le soir, une soupe claire avec quelques morceaux de légumes. Le dimanche, parfois, il y avait un morceau de poulet. C'était le seul jour où tout le monde souriait un peu. Amélie s'était retrouvée là-bas à cause de son petit frère Julien. Il avait 18 ans quand il avait emprunté de l'argent à de mauvaises personnes. 5 000 € pour rembourser ses dettes de jeu. Il n'avait pas pu rembourser. Ces hommes étaient venus chez eux, avaient cassé la porte, avaient battu Julien devant Amélie. Ils ont dit qu'ils le tueraient s'ils ne récupéraient pas leur argent. Amélie avait 23 ans à l'époque. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements. Elle gagnait 1 200 € par mois. Comment trouver 5 000 €? Un des hommes lui avait tendu une carte. « Tu veux sauver ton frère? Appelle ce numéro. On te proposera du travail. Tu travailleras pendant 1 an et la dette sera effacée. 1 an. » Cela semblait supportable. Elle avait appelé. Une femme lui avait répondu. Elle lui avait donné une adresse à Vénissieux. « Viens demain à 8 h du matin. » Amélie y était allée. C'était le plus grand regret de sa vie. Dès qu'elle était entrée dans le hangar, la porte s'était refermée derrière elle avec un bruit métallique. Un homme l'avait conduite à l'étage, lui avait montré un matelas. « Voilà ta place. Demain, tu commences à travailler. Attends, je peux partir le soir? Non, tu vis ici maintenant. Mais mon frère, ma famille, ton frère est en sécurité maintenant. Tu travailles, il est en sécurité. Si tu t'enfuis, il meurt. » C'est clair, son cœur s'était arrêté. Elle avait compris qu'elle était tombée dans un piège. Les premiers jours avaient été les pires. Elle pleurait la nuit, étouffant ses sanglots dans son oreiller fin pour que personne ne l'entende. Les autres femmes ne lui parlaient pas. Elle cousait en silence, les yeux baissés. Amélie avait essayé de parler à sa voisine, une femme d'environ 40 ans aux cheveux courts. « Comment tu t'appelles » La femme avait jeté un coup d'œil rapide autour d'elle. « Tais-toi. Ici, on ne parle pas. »« Mais pourquoi ?»« Parce que Gisèle surveille. Si elle t'entend, tu seras puni. » La femme s'était retournée vers sa machine. Amélie avait appris à se taire. Elle avait appris à coudre vite, à ne pas lever les yeux, à manger sa soupe même quand elle avait envie de vomir. Elle avait appris à dormir malgré le froid, malgré les pleurs étouffés des autres, malgré la peur qui ne la quittait jamais. Les semaines devenaient des mois. 1 an semblait une éternité. Mais au moins Julien était en sécurité. C'était ce qu'elle se répétait chaque jour. Au moins, lui était libre. Et puis, un jour, l'ange était apparu. C'était un mardi. Amélie s'en souvenait parfaitement. Début de l'après-midi, Gisèle était descendue en bas pour rencontrer quelqu'un. Les ouvrières travaillaient comme d'habitude. Soudain, la porte du hangar s'était ouverte et une femme était entrée. Grande, mince, avec de longs cheveux châtains attachés en queue de cheval. Elle portait un jean et un pull beige simple. Mais c'était son visage qu'Amélie se rappelait le mieux. Un visage doux, des yeux verts pleins de détermination. Elle avait regardé autour d'elle, puis son regard s'était arrêté sur les rangées de machines à coudre, sur les femmes courbées, sur leur travail. Gisèle était remontée en courant. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrée ici ?» La femme s'était retournée vers elle calmement. « Je suis Camille Lacroix, assistante sociale. J'ai reçu un signalement concernant cet établissement. » Gisèle avait pâli. « Un signalement ? De qui ? Cela ne vous regarde pas. Je dois inspecter les lieux et parler aux employés. » « Les employés ?» Gisèle avait ri nerveusement. « Ce sont nos ouvrières. Elles travaillent ici de leur plein gré. Nous fabriquons des vêtements. Tout est légal. Alors vous n'avez rien à cacher. Je peux leur parler ? Non, vous n'avez pas le droit. Vous devez avoir un mandat. Si vous n'avez pas de mandat, sortez d'ici immédiatement. » Camille avait regardé Gisèle droit dans les yeux. « Très bien. Je reviendrai avec un mandat. Et avec la police. » Elle s'était dirigée vers la sortie, mais avant de partir, elle avait jeté un dernier regard vers les ouvrières. Son regard avait croisé celui d'Amélie. Pendant une seconde, juste une seconde, leurs yeux s'étaient rencontrés. Et dans ce regard, Amélie avait vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. De l'espoir. Mais Camille n'était jamais revenue avec un mandat. Le lendemain soir, Étienne était venu au hangar avec 3 hommes. Ils avaient rassemblé tout le monde dans la grande pièce. Étienne avait parlé d'une voix calme, mais chaque mot était comme un coup de couteau. « Il y a eu un problème hier. Une femme est venue fouiner ici. Si quelqu'un d'entre vous a contacté les autorités, dites-le maintenant. » Personne n'a parlé. Étienne avait hoché la tête. « Très bien. De toute façon, le problème est réglé. Cette femme ne reviendra plus. Elle a eu un accident de voiture ce matin. Tragique. » Amélie avait senti ses jambes se dérober sous elle. Les jours suivants, Étienne avait renforcé la surveillance. Il avait installé des caméras partout. Il avait mis des cadenas supplémentaires sur les portes. Il avait dit que quiconque essaierait de s'enfuir serait retrouvé et puni sévèrement. Mais 3 semaines plus tard, quelque chose d'étrange s'était produit.
Un soir, alors qu'Amélie cousait comme d'habitude, elle avait remarqué que la porte du hangar était entr'ouverte. Gisèle n'était pas là. Les gardes non plus. C'était impossible. Il y avait toujours quelqu'un. Elle avait regardé autour d'elle. Les autres femmes travaillaient, la tête baissée. Personne ne semblait avoir remarqué. Amélie s'était levée lentement. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Elle s'était dirigée vers la porte. Personne ne l'avait arrêtée. Elle était sortie. Dehors, il faisait nuit. L'air froid de novembre avait frappé son visage. Elle avait couru. Elle ne savait pas où elle allait. Elle avait juste couru. Les poumons en feu, les jambes tremblantes. Elle avait couru jusqu'à ce qu'elle arrive à une route. Une voiture s'était arrêtée. Une femme en était descendue. Amélie l'avait reconnue immédiatement. C'était Camille. Mais comment? Elle était morte. L'accident. Camille avait souri. « Monte, vite !» Dans la voiture, Amélie tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler. « Vous êtes morte. Ils ont dit que vous étiez morte. »« Non, j'ai survécu. Ils ont coupé mes freins, mais j'ai eu de la chance. Juste quelques côtes cassées et une commotion. Mais ils pensent que je suis morte. J'ai demandé à l'hôpital de ne pas diffuser d'informations. Et maintenant, j'ai des preuves. J'ai tout filmé lors de ma première visite. Caméra cachée, et ce soir, j'ai payé un des gardes pour qu'il laisse la porte ouverte. Tu n'es pas la seule que j'ai sortie de là, Amélie. 5 autres femmes sont parties aussi. Elles sont en sécurité maintenant. Amélie avait pleuré. De soulagement, de peur, de gratitude. Camille l'avait conduite chez elle. Un petit appartement dans le quartier de Croix-Rousse. Elle lui avait donné des vêtements propres, de la nourriture chaude, un lit doux. Elle lui avait dit qu'elle était en sécurité maintenant. Mais Amélie ne s'était jamais vraiment sentie en sécurité, parce qu'elle savait qu'Étienne la chercherait, qu'il ne lâcherait jamais prise. Camille lui avait dit de ne pas aller à la police. Pas encore. Étienne a des contacts partout, dans la police, dans la justice. Si tu y vas maintenant, il te retrouvera. Laisse-moi d'abord rassembler toutes les preuves. Ensuite, nous irons ensemble. Je te le promets. Camille avait tenu parole. Elle avait trouvé un travail à Amélie, à la résidence Les Pins Dorés. Une de ses anciennes clientes y vivait, et elle avait recommandé Amélie. C'était un endroit sûr, avait dit Camille. Étienne ne te cherchera jamais dans une maison de retraite. Tu pourras vivre là-bas, travailler, être tranquille. Et pendant ce temps, je continuerai à enquêter. J'ai déjà des pistes. Étienne n'est pas le seul derrière tout ça. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus puissant. Je vais le trouver. Et quand j'aurai toutes les preuves, nous les ferons tous tomber. Amélie avait commencé à travailler à la résidence il y a 8 mois. Au début, elle sursautait au moindre bruit. Elle vérifiait constamment les portes, regardait par-dessus son épaule. Mais peu à peu, elle s'était détendue. Les vieux étaient gentils, ses collègues aussi. Il y avait Thomas, l'infirmier. Un homme doux de 30 ans, avec des yeux bleus et un sourire chaleureux. Il lui apportait du café le matin, lui demandait comment elle allait. Au début, elle lui répondait à peine. Mais avec le temps, elle avait commencé à lui parler. Rien d'important. La météo, les résidents, des banalités. Mais c'était agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler normalement. Camille venait la voir une fois par semaine. Elle lui donnait des nouvelles, l'enquête avançait. Elle avait découvert que les vêtements contrefaits étaient vendus dans toute l'Europe. Qu'Étienne travaillait avec un réseau organisé, qu'il y avait d'autres ateliers, comme celui-ci, à Paris, à Marseille, à Toulouse. Des dizaines de personnes étaient retenues contre leur volonté. Camille était déterminée à tous les libérer. « C'est une question de temps, disait-elle. Bientôt, tout sera terminé. Bientôt, tu seras vraiment libre. » Amélie voulait la croire. Elle voulait tellement la croire. Et puis, il y a 2 semaines, Thomas était entré dans la salle de repos. Son visage était grave. « Amélie, je dois te parler. Il y a eu un accident sur la route de Grenoble. Une voiture est sortie de la route. La conductrice est décédée sur le coup. Son nom était Camille Lacroix. Est-ce que tu la connaissais ? Le monde d'Amélie s'était effondré. Elle avait hoché la tête lentement. Oui, c'était mon ange gardien. Les funérailles de Camille avaient eu lieu un jeudi pluvieux. Amélie n'y était pas allée. Elle avait trop peur qu'Étienne ou ses hommes soient là, qu'ils la reconnaissent, qu'ils la ramènent au hangar gris. Thomas lui avait proposé de l'accompagner, mais elle avait refusé. Comment expliquer cette peur qui la paralysait ? Comment dire qu'elle ne pouvait pas se tenir devant la tombe de celle qui l'avait sauvée parce qu'elle était une lâche ? Elle était restée dans sa petite chambre à la résidence ce jour-là. Une chambre minuscule au dernier étage, avec un lit étroit, une armoire et une petite fenêtre qui donnait sur le jardin. C'était son refuge, son monde. Elle s'était assise sur le lit et avait pleuré en silence, les mains pressées contre sa bouche pour étouffer les sanglots. Camille était morte, son ange était parti, et avec elle, tous les espoirs de justice, toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Amélie ne savait même pas où Camille gardait ses documents. Sur son ordinateur, dans un coffre,
quelque part dans son appartement. Les jours suivants s'étaient écoulés dans un brouillard. Amélie accomplissait ses tâches mécaniquement. Elle versait de l'eau, arrangeait des oreillers, souriait aux résidents. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensait aux autres femmes restées au hangar, à leurs visages sans expression, à leurs mains abîmées par le travail. Elle pensait à Julien. Elle ne l'avait pas vu depuis presque 9 mois. Elle ne savait même pas s'il la cherchait, s'il s'inquiétait pour elle. Peut-être pensait-il qu'elle l'avait abandonné. Thomas avait remarqué son état. Il ne posait pas de questions, mais il restait près d'elle. Il lui apportait du thé sucré, lui racontait des histoires drôles sur les résidents pour la faire sourire. Un soir, alors qu'ils finissaient leur service ensemble, il s'était assis à côté d'elle dans la salle de repos. « Amélie, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je veux que tu saches que si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu n'as pas à tout porter seule. » Elle l'avait regardé. Ses yeux bleus étaient sincères, inquiets. « Merci Thomas, vraiment. Mais il y a des choses que je ne peux pas partager. Pas encore. Peut-être un jour. » Il avait hoché la tête. « D'accord. Mais la proposition tient, n'importe quand. » Une semaine après les funérailles, quelque chose d'inattendu s'était produit. Amélie aidait Madame Véronique à s'installer dans son fauteuil, près de la fenêtre, quand la directrice de la résidence était entrée. Madame Beaumont était une femme élégante d'une 60aine d'années, toujours vêtue de tailleurs impeccables. « Amélie, il y a une visiteuse pour vous à la réception. » Elle dit qu'elle est de la famille de Camille Lacroix. Le cœur d'Amélie s'était arrêté. De la famille, Camille ne lui avait jamais parlé de famille. Elle avait dit qu'elle était seule, divorcée, sans enfant. Qui pouvait bien venir? À la réception, une femme attendait. Elle devait avoir environ 38 ans, peut-être un peu plus. Grande, mince, avec de longs cheveux noirs attachés en chignon bas. Elle portait un manteau gris anthracite et des bottines noires à talons. Son visage était pâle, fatigué. Mais il y avait quelque chose de familier dans ses traits. Quelque chose qui rappelait Camille. « Vous êtes Amélie Morel ?» La femme s'était avancée. « Oui. Et vous êtes ?» Margot Lacroix, la sœur de Camille, sa petite sœur. « Pouvons-nous parler quelque part en privé ?» Amélie l'avait conduite au jardin de la résidence. Il faisait froid, mais au moins elles étaient seules. Elle s'était assise sur un banc près de la fontaine. Margot avait sorti un paquet de cigarettes de son sac, puis s'était ravisée. « Vous permettez ?» Amélie avait secoué la tête. « Je ne fume pas, mais allez-y. » Margot avait allumé une cigarette, avait tiré une longue bouffée. « Je sais qui vous êtes. Camille m'a parlé de vous. Elle m'a dit qu'elle vous avait sorti d'un atelier clandestin, qu'elle enquêtait sur un réseau de trafic de main-d'œuvre. » Amélie sentait son cœur battre à tout rompre. « Camille vous a parlé de moi ?»« Oui. » Pas tout de suite, mais quelques semaines avant sa mort. Elle savait que c'était dangereux, ce qu'elle faisait. Elle voulait que quelqu'un soit au courant, au cas où il lui arriverait quelque chose. Margot avait écrasé sa cigarette sous son pied. « Ma sœur n'a pas eu d'accident, Amélie. On l'a tuée. Ses freins ont été coupés. Exactement comme la première fois. Sauf que cette fois, elle n'a pas eu de chance. Le virage était trop serré. Elle allait trop vite. Elle s'est écrasée contre un arbre. Morte sur le coup. La police dit que c'est un accident. Mais moi, je sais que c'est un meurtre. » Amélie avait du mal à respirer. « Je sais. Moi aussi, je le sais. Étienne Marchand. C'est lui qui a fait ça. » Margot l'avait regardé fixement. « Étienne Marchand ? Le propriétaire de l'atelier ? Oui. Camille avait dit qu'il essaierait de la tuer. Il l'avait déjà fait une fois. » Margot avait secoué la tête lentement. « Amélie, Étienne Marchand n'est qu'un pion. Le vrai responsable, c'est mon mari. Enfin, mon ex-mari. Olivier Lacroix, le monde avait basculé. Votre mari ? » Margot avait hoché la tête. « Oui. Olivier possède une entreprise de logistique, transport de marchandises à travers l'Europe. Des entrepôts dans plusieurs villes, Lyon, Paris, Marseille. Officiellement, il transporte des meubles, de l'électronique, des vêtements légitimes. Mais en réalité, une partie de son activité est clandestine. Il finance des ateliers comme celui où vous étiez. Il transporte la marchandise contrefaite. Il blanchit l'argent. C'est lui le cerveau de toute l'opération. Étienne Marchand travaille pour lui. Comment vous le savez ? J'ai trouvé des documents. Camille me les avait confiés. Elle avait tout découvert. Les connexions entre Olivier et Marchand, les listes de paiement, les adresses des entrepôts, tout. Amélie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Mais pourquoi Camille enquêtait sur votre mari ?» Margot avait ri amèrement, parce qu'Olivier n'est pas seulement mon mari. Il était le mari de Camille avant. Ils ont été mariés pendant 5 ans, puis ils ont divorcé il y a 2 ans. Camille avait découvert quelque chose. Elle ne m'a jamais dit quoi exactement, mais elle était convaincue qu'Olivier était impliqué dans des activités criminelles. Elle a commencé à enquêter. Et moi, comme une idiote, j'ai épousé Olivier 6 mois après leur divorce. Elle avait baissé les yeux. J'étais amoureuse. Ou du moins, je croyais l'être. Olivier était charmant, attentionné. Il me faisait sentir spécial. Je ne savais pas que Camille avait des soupçons, elle ne m'en a pas parlé. Elle était en colère contre moi. Elle pensait que je l'avais trahi en épousant son ex-mari. Et c'était le cas. Amélie avait posé la question doucement. Margot avait essuyé une larme. Non, je veux dire, oui, peut-être. Je ne sais plus. J'aimais ma sœur, mais j'aimais aussi Olivier.
Ou du moins, j'aimais l'homme que je croyais qu'il était. Maintenant, je sais la vérité. Maintenant, je sais qu'il n'est qu'un monstre, un criminel, un meurtrier. Et je vais le faire payer. Elle avait regardé Amélie droit dans les yeux. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'ai besoin de votre aide. Camille voulait libérer toutes ces personnes retenues dans les ateliers. Elle voulait faire tomber Olivier et ses complices. Maintenant, c'est à nous de terminer ce qu'elle a commencé. Vous êtes avec moi? Amélie avait regardé cette femme qui ressemblait tellement à Camille, les mêmes pommettes hautes, le même menton déterminé. Mais Margot avait quelque chose de plus dur dans le regard, quelque chose de brisé. Vous me demandez de vous aider à faire tomber votre propre mari. Margot avait souri tristement. Mon ex-mari, j'ai déposé les papiers du divorce il y a 3 jours, dès que j'ai compris ce qu'il avait fait, ce qu'il était vraiment. Oui, je vous demande de m'aider, parce que vous êtes une victime, parce que vous savez ce qui se passe dans cet atelier, parce que votre témoignage sera crucial quand nous irons à la police. Mais Camille a dit de ne pas aller à la police, qu'Olivier avait des contacts partout, c'est vrai, il en a, des avocats puissants, des policiers corrompus. Mais Camille a aussi rassemblé des preuves irréfutables, des enregistrements, des documents financiers, des photographies. J'ai tout ça maintenant. Elle m'a donné une clé USB la dernière fois que je l'ai vue. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais tout rendre public. Alors pourquoi ne pas le faire? Pourquoi venir me voir d'abord? Margot avait hésité, parce qu'il manque une pièce du puzzle, l'adresse de l'atelier principal, celui où vous étiez. Camille l'avait trouvé, mais elle ne me l'a jamais donné. Elle a juste dit qu'elle l'avait caché quelque part en sécurité. J'ai cherché partout dans son appartement, dans son bureau. Rien. Mais il y a un fichier crypté sur la clé USB. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Amélie avait senti un frisson lui parcourir le dos. Je peux vous dire où se trouve l'atelier. À Vénissieux, dans la zone industrielle. Un grand hangar gris. Je peux vous y conduire. Non, Margot avait secoué la tête fermement. C'est trop dangereux. Si Étienne ou ses hommes vous voient, ils vous tueront. Ou pire, ils vous ramèneront là-bas. Non, ce qu'il me faut, c'est le mot de passe du fichier crypté. Camille a dû le cacher quelque part. Quelque chose que seules les personnes qui la connaissaient vraiment pourraient deviner. Amélie avait réfléchi. Je ne la connaissais pas si bien. On se voyait une fois par semaine, elle me donnait des nouvelles de l'enquête, mais on ne parlait pas vraiment de choses personnelles. Qu'est-ce que Camille aimait? Qu'est-ce qui comptait pour elle? Margot avait sorti son téléphone, avait montré une photo à Amélie. C'était Camille, plus jeune, peut-être 10 ans plus tôt. Elle tenait un petit chien dans ses bras, un Jack Russell blanc et marron. Elle adorait ce chien. Il s'appelait Lucky. Il est mort il y a 3 ans. Elle en parlait tout le temps, disait que c'était le seul être qu'il avait jamais aimé inconditionnellement. Essayez Lucky comme mot de passe. Margot avait sorti son ordinateur portable de son sac, l'avait ouvert, elle avait tapé le nom. Accès refusé. Peut-être avec des chiffres, la date de naissance du chien. Je ne m'en souviens pas. Attendez, peut-être sa date d'adoption? C'était le 23 mars 2014. Lucky 2303 2014. Elle avait essayé. Le fichier s'était ouvert. Margot avait poussé un soupir de soulagement. Ça a marché? Regardez, l'écran montrait un document avec des coordonnées GPS, une série de photos du hangar gris prises de l'extérieur et une liste de noms. Les noms des personnes retenues dans l'atelier. Amélie avait vu son propre nom. Amélie Morel, 23 ans, entrée le 15 février 2024. Et il y avait aussi les noms d'autres personnes qu'elle connaissait. Nadia, 42 ans. Élodie, 35 ans. Marco, 51 ans. Tous étaient encore là-bas. Tous attendaient d'être sauvés. Il y avait aussi autre chose, un document intitulé « Connexion Olivier Lacroix ». Margot l'avait ouvert, c'était un organigramme détaillé. En haut, le nom d'Olivier. En dessous, plusieurs branches. Étienne Marchand, propriétaire de l'atelier de Vénissieux. Bernard Petit, propriétaire d'un atelier à Paris. Michel Durand, propriétaire d'un atelier à Marseille. Et puis des noms de clients, d'acheteurs de marchandises contrefaites, des boutiques en Italie, en Espagne, en Allemagne. Des millions d'euros brassés chaque année. Amélie n'arrivait pas à y croire. C'est énorme. C'est un réseau international, oui, et Olivier est au centre de tout ça. Il coordonne les opérations, il blanchit l'argent à travers son entreprise de logistique. Il est intouchable, ou du moins, il le croit. Margot avait fermé l'ordinateur. Voilà ce que nous allons faire. Je vais contacter un journaliste d'investigation que Camille connaissait, quelqu'un de confiance qui n'est pas dans la poche d'Olivier. Il publiera toute cette histoire. Et en même temps, j'irai à la police avec toutes les preuves. Pas la police locale, la brigade criminelle à Paris. Ils ne peuvent pas tous être corrompus. Une fois que l'histoire sera publique, Olivier ne pourra plus rien faire. Il sera arrêté. Tous ses complices aussi. Et vous, Amélie? Qu'est-ce que vous allez faire? Amélie avait senti les larmes monter. Je vais témoigner. Je vais raconter tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, pour Camille, pour toutes ces personnes encore enfermées là-bas. Pour moi, Margot s'était levée. Merci, Amélie. Camille avait raison de croire en vous. Elle disait que vous étiez courageuse.
que vous étiez une survivante. Amélie avait secoué la tête. Je ne me sens pas courageuse. J'ai tellement peur. Peur qu'Étienne me retrouve, peur qu'Olivier découvre que je vous ai parlé, peur de retourner là-bas. Vous ne retournerez jamais là-bas. Je vous le promets. Margot lui avait tendu la main. Mais il y a une dernière chose que je dois faire avant d'aller voir ce journaliste et la police. Je dois aller voir cet atelier de mes propres yeux. Je dois voir l'endroit où ma sœur a risqué sa vie, l'endroit qui l'a tuée. Vous ne pouvez pas y aller seul, c'est trop dangereux. Je sais, mais je dois le faire quand même. Pour Camille. 3 jours plus tard, Amélie avait reçu un message de Margot. Je pars demain soir pour Vénissieux. J'ai les coordonnées GPS. Je veux juste voir le hangar, prendre quelques photos et partir. Je ne vais pas entrer. Je serai prudente. Amélie avait relu le message plusieurs fois. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose lui disait que c'était une mauvaise idée. Elle avait appelé Margot. Vous ne devriez pas y aller, pas seule. Et si quelqu'un vous voit? Et si Olivier découvre ce que vous faites? Margot avait ri. Olivier ne sait rien. Il pense que je suis juste une épouse brisée qui pleure sa sœur. Il ne me surveille pas. De toute façon, je serai très prudente. J'irai tard le soir, quand il n'y aura personne. Ne vous inquiétez pas, Amélie. Tout ira bien. Mais Amélie ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter. Elle connaissait Étienne. Elle connaissait ses hommes. Il surveillait le hangar 24 heures sur 24. Si Margot s'approchait trop près, il la verrait. Il l'attraperait. Et alors, tout serait fini. Toutes les preuves, tous les espoirs de justice, tout disparaîtrait. Elle avait passé la nuit sans dormir, tournant et retournant dans son lit étroit. Le lendemain matin, elle était descendue à la salle de repos. Thomas était là, buvant son café habituel. « Bonjour Amélie, tu as l'air fatiguée. Mauvaise nuit ?» Elle s'était assise en face de lui. « Thomas, je dois te dire quelque chose d'important. » Il avait posé sa tasse, l'avait regardé attentivement. « Je t'écoute. » Et Amélie avait commencé à parler. Elle lui avait raconté l'atelier, Camille, Étienne, Olivier, tout. Les mots sortaient comme un torrent qu'elle ne pouvait plus retenir. Thomas l'avait écoutée sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. Quand elle avait fini, il était resté silencieux pendant un long moment. « Mon Dieu, Amélie, pourquoi tu ne m'as rien dit avant? J'avais peur. Peur que tu ne me crois pas, peur que tu me juges, peur qu'Étienne te fasse du mal. Si tu savais, il avait pris sa main. Je te crois. Et je ne te juge pas. Tu es la victime dans tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Amélie avait respiré profondément. Maintenant, on doit empêcher Margot de faire une bêtise. Mais il était déjà trop tard. Quand Amélie avait essayé de rappeler Margot dans l'après-midi, le téléphone sonnait dans le vide. Elle avait laissé 3 messages, puis 5, puis 10. Aucune réponse. Thomas avait proposé d'aller à l'adresse que Margot lui avait donnée, son appartement dans le 3e arrondissement. Ils y étaient allés après leur service, vers 20 heures. L'appartement était vide, le voisin du dessous leur avait dit qu'il avait vu Margot partir vers 18 heures avec un grand sac. Elle avait l'air pressée. Amélie avait senti la panique monter. Elle était déjà partie. Elle était en route pour Vénissieux. « Thomas, il faut faire quelque chose. On ne peut pas la laisser y aller seule. Qu'est-ce que tu proposes? On appelle la police? Non, pas encore. Si on appelle maintenant, Margot sera en danger. Olivier découvrira tout. Il faut d'abord la retrouver, la ramener en sécurité. » Thomas avait réfléchi. « Tu connais le chemin pour aller au hangar? » « Oui. Je m'en souviens parfaitement. Alors, on y va. On prend ma voiture, on la retrouve avant qu'elle fasse une bêtise. » Ils avaient roulé vers Vénissieux dans le vieux Renault Clio de Thomas. La nuit était tombée, froide et humide. Amélie regardait par la fenêtre, le cœur battant. Elle reconnaissait ses rues, ses bâtiments délabrés, ses entrepôts abandonnés. Elle était revenue vers l'endroit qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir. Thomas avait posé sa main sur la sienne. « Ça va aller, je suis là. Tu n'es plus seule. » Elle avait hoché la tête, mais elle tremblait. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Ils étaient arrivés à la zone industrielle. C'était désert. Quelques lampadaires clignotants éclairaient faiblement les rues vides. Au loin, Amélie avait aperçu le hangar gris. Il était exactement comme dans ses souvenirs. Grand, massif, menaçant. Les fenêtres étaient éclairées. Il y avait de la lumière à l'intérieur. Cela voulait dire que les ouvrières travaillaient encore, qu'Étienne était peut-être là. Thomas avait garé la voiture à une centaine de mètres du hangar. « Tu es sûr que c'est ici ?» Amélie avait acquiescé. « Oui, c'est là. Mon enfer. » Ils étaient descendus de la voiture. Thomas avait pris une lampe torche dans la boîte à gants. « Reste près de moi. On va juste regarder si on voit la voiture de Margot. Si elle est là, on essaie de la contacter. Si elle n'est pas là, on rentre. D'accord ? D'accord. » Ils avaient marché lentement vers le hangar. Chaque pas était une torture pour Amélie. Elle avait l'impression que le sol allait s'ouvrir sous ses pieds, qu'une main allait surgir et l'attraper. Soudain, Thomas s'était arrêté. « Regarde, là-bas. » Une voiture était garée derrière le hangar. Une Peugeot 308 noire. Ce n'était pas une voiture qu'Amélie reconnaissait. « C'est peut-être elle ? Je ne sais pas. Allons voir. » Ils s'étaient approchés. La voiture était vide.
Mais sur le siège passager, Amélie avait vu un sac à main, un sac noir avec une écharpe bordeaux posée dessus. Margot portait une écharpe bordeaux quand elle s'était vue. C'est sa voiture. Elle est à l'intérieur. Thomas avait regardé le hangar. Mon Dieu, il faut la sortir de là. Comment? On ne peut pas entrer comme ça. Il y a des gardes, il y a Étienne. Ils nous tueront. Alors qu'est-ce qu'on fait? Thomas avait sorti son téléphone. On appelle la police. Maintenant. Non. Amélie avait attrapé son bras. S'ils voient la police arriver, ils la tueront. Ou ils la prendront en otage. Il faut trouver un autre moyen. À ce moment-là, ils avaient entendu un cri de femme venant de l'intérieur du hangar, puis un bruit de verre brisé. Thomas et Amélie s'étaient regardés. C'était trop tard pour réfléchir. Thomas avait couru vers la porte du hangar. Amélie l'avait suivi, le cœur dans la gorge. La porte n'était pas fermée à clé. Thomas l'avait ouverte doucement. Ils étaient entrés. L'intérieur était exactement comme Amélie s'en souvenait. Les rangées de machines à coudre, les femmes courbées sur leur travail, les néons blancs qui donnaient à tout un aspect fantomatique. Et là, au milieu de l'allée centrale, Margot. Elle était debout, face à Étienne Marchand. Il la tenait par le bras, son visage rouge de colère. « Qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous » Margot essayait de se dégager. « Lâchez-moi. Je suis venu voir de mes propres yeux. Voir l'endroit où vous retenez des gens contre leur volonté. L'endroit que mon mari finance. » Étienne avait ri. « Votre mari? Vous êtes la femme d'Olivier? Alors vous êtes encore plus stupide que votre sœur. Au moins, elle avait le bon sens de ne pas venir ici toute seule. Enfin, pas la dernière fois. » Il avait fait un signe à deux hommes qui se tenaient près de l'escalier. « Emmenez-la en haut, on verra ce qu'Olivier veut qu'on fasse d'elle. » Thomas avait murmuré à Amélie « Reste ici, je vais créer une distraction. » Avant qu'elle puisse protester, il était sorti de leur cachette derrière une pile de cartons. « Et lâchez cette femme !» Tout le monde s'était retourné. Étienne avait plissé les yeux. « Qui êtes-vous » Thomas avait levé son téléphone. « J'ai appelé la police. Ils arrivent dans 5 minutes. Si vous ne voulez pas être arrêté, vous feriez mieux de partir maintenant. » C'était un mensonge, mais il l'avait dit avec assez de conviction pour qu'Étienne hésite. Il avait regardé ces hommes, vérifié s'il y a des voitures de police dehors. Maintenant, un des hommes était sorti en courant. Pendant ce temps, Margot avait réussi à se dégager. Elle avait couru vers Thomas. « On doit partir, vite !» Il s'était précipité vers la porte. Amélie était sortie de sa cachette pour les suivre. Mais Étienne l'avait vue. « Toi !» Il avait pointé son doigt vers elle. « Je te reconnais, numéro 23. Tu t'es enfui. Tu pensais vraiment que je t'avais oublié ?» Amélie s'était figée. La peur l'avait clouée sur place. Étienne s'approchait d'elle, lentement, comme un prédateur. « Tu vas revenir travailler. Et cette fois, tu ne t'échapperas plus. Je vais m'assurer personnellement que tu restes ici jusqu'à la fin de tes jours. » Thomas était revenu en arrière. Il s'était placé entre Amélie et Étienne. « Ne la touchez pas. » Étienne avait souri. « Ah, le petit chevalier servant, c'est touchant. Mais vous êtes sur mon territoire maintenant. Et sur mon territoire, c'est moi qui fais les règles. » Il avait fait un geste, et soudain, un des gardes avait attrapé Thomas par derrière, lui tordant le bras dans le dos. Thomas avait crié de douleur. « Lâchez-le !» Amélie avait trouvé sa voix. « Je vais rester. Je vais retourner travailler. Mais laissez-les partir. Laissez-les partir, tous les deux. » Étienne avait réfléchi. « Non, je crois que je vais vous garder tous les trois. Olivier sera content d'avoir sa femme ici. Il pourra enfin régler leurs petits différends conjugaux en privé. » À ce moment-là, le garde qui était sorti était revenu en courant. « Patron, il y a des voitures sécu qui arrivent. Beaucoup de voitures. Avec des sirènes. » Étienne avait pâli. « Quoi ? Mais il a dit que la police arrivait dans 5 minutes. Ça ne fait même pas 2 minutes. C'est impossible. » Le garde avait secoué la tête. « Ce ne sont pas des voitures de police normales. Ce sont des fourgons. Au moins 5. Et il y a aussi des journalistes. J'ai vu des caméras. » Margot avait souri à travers ses larmes. « J'ai envoyé tous les documents à un journaliste avant de venir ici. Je lui ai dit que s'il ne recevait pas de nouvelles de moi dans l'heure, il devait tout publier et appeler la police. Il a dû le faire. » Étienne avait lâché un juron. Il avait regardé autour de lui, paniqué. Ces hommes attendaient en ses ordres. Les ouvrières s'étaient arrêtées de travailler. Elles regardaient la scène, les yeux écarquillés. Amélie avait reconnu certains visages. Nadia, Élodie, Marco. Ils étaient toujours là, toujours prisonniers, mais plus pour longtemps. Les sirènes se rapprochaient. Étienne avait couru vers la porte arrière. Ces hommes l'avaient suivi. Ils essayaient de s'enfuir, mais c'était trop tard. Les policiers avaient déjà encerclé le bâtiment. En quelques minutes, tout était fini. Les jours suivants avaient été un tourbillon. Les interrogatoires à la brigade criminelle, les journalistes qui campaient devant l'immeuble de Margot, les titres des journaux qui hurlaient le scandale. Réseau d'esclavage moderne démantelé à Lyon. Un homme d'affaires lyonnais impliqué dans un trafic international. 23 personnes libérées d'un atelier clandestin. L'histoire était partout. À la télévision, dans les journaux, sur Internet, la France entière parlait de cette affaire. Amélie avait témoigné pendant des heures. Elle avait raconté tout ce qu'elle avait vécu.
Les conditions de travail, la violence, la peur, les inspecteurs l'avaient écouté attentivement, prenant des notes. Ils avaient été choqués par son récit. Une jeune femme si frêle, si douce, qui avait survécu à tant d'horreurs. Ils lui avaient promis qu'Étienne Marchand irait en prison pour très longtemps, que tous ses complices seraient arrêtés, que justice serait faite. Amélie voulait les croire. Elle voulait tellement les croire. Thomas était resté à ses côtés pendant tout ce temps. Il l'accompagnait aux interrogatoires, lui tenait la main quand elle pleurait, lui apportait du café quand elle était épuisée. Il était devenu son ancre, son point de repère dans ce chaos. Un soir, alors qu'il rentrait à la résidence après une longue journée au commissariat, il lui avait dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Tu sais, Amélie, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Je sais que tu as traversé tellement d'épreuves, mais je voulais que tu saches. Je voulais que tu saches que tu n'es pas seule, que je serai toujours là pour toi. » Amélie l'avait regardé, les larmes aux yeux. « Moi aussi, Thomas, moi aussi, je crois que je t'aime. Mais j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, peur de te décevoir, peur que mon passé nous rattrape. » Il avait pris son visage entre ses mains. « Ton passé ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est l'idée de te perdre. Alors s'il te plaît, laisse-moi rester, laisse-moi t'aimer. » Elle avait hoché la tête et il l'avait embrassée. C'était leur premier baiser, doux, tendre, rempli de promesses. Mais le plus dur restait à venir. L'arrestation d'Olivier Lacroix. Margot avait expliqué aux policiers que son mari ne savait pas encore qu'elle avait découvert son secret, qu'il pensait qu'elle était juste une épouse endeuillée qui pleurait sa sœur. Les inspecteurs avaient décidé d'utiliser cela à leur avantage. Ils avaient demandé à Margot de rentrer chez elle, de faire comme si de rien n'était, de l'appeler, de lui parler normalement. Pendant ce temps, ils prépareraient un mandat d'arrêt et rassembleraient toutes les preuves nécessaires. Margot avait accepté, mais elle avait peur. Peur qu'Olivier découvre la vérité, peur de ce qu'il pourrait lui faire. Le soir du 3e jour, après la descente au hangar, Margot était chez elle. Elle avait essayé de se comporter normalement, mais c'était difficile. Comment faire semblant devant l'homme qui avait tué sa sœur, l'homme qui avait ruiné tant de vies? Olivier était rentré vers 20h. Il avait l'air fatigué, stressé. Il avait vu les informations à la télévision, bien sûr. Il savait que l'atelier de Vénissieux avait été fermé, qu'Étienne Marchand avait été arrêté. Mais il ne savait pas encore que Margot était impliquée, que c'était elle qui avait tout déclenché. « Bonsoir chérie ». Olivier l'avait embrassée sur la joue. « Quelle journée épouvantable. Tu as vu les nouvelles? Cette histoire d'atelier clandestin. C'est terrible. » Margot avait hoché la tête, le cœur battant. « Oui, j'ai vu. C'est horrible. » Toutes ces pauvres personnes, Olivier avait enlevé sa veste, s'était assis sur le canapé. « Oui, horrible. J'espère qu'ils attraperont tous les responsables. Des gens comme ça méritent la prison. » Margot avait serré les dents. Elle voulait hurler. Elle voulait lui cracher à la figure, mais elle devait rester calme. Juste encore quelques heures. Les policiers viendraient à demain matin, tout serait terminé. Elle était montée se coucher tôt, prétextant une migraine. Olivier était resté en bas, regardant la télévision. Margot s'était allongée dans le lit, tout habillée, incapable de dormir. Elle entendait le bruit de la télévision en bas, les voix des journalistes qui parlèrent de l'affaire. Est-ce qu'Olivier se doutait de quelque chose? Est-ce qu'il savait qu'elle était allée au hangar? Que c'était elle qui avait tout révélé? Vers minuit, elle l'avait entendu monter l'escalier. Elle avait fermé les yeux, faisant semblant de dormir. Il était entré dans la chambre, s'était déshabillé, s'était glissé dans le lit à côté d'elle. Elle avait retenu sa respiration. « Ne bouge pas, ne dis rien. Demain, tout sera fini. » Mais le lendemain matin, quand Margot s'était réveillée, Olivier n'était plus là. Son côté du lit était froid. Elle était descendue, la maison était vide. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot. Parti au bureau tôt. Grosse réunion, je t'aime. Olivier. Margot avait immédiatement appelé l'inspecteur en charge de l'affaire. Il est parti. Il a quitté la maison. Je ne sais pas où il est. L'inspecteur avait juré. On arrive. Ne bougez pas. On va le retrouver. Mais Margot savait qu'Olivier ne serait pas facile à attraper. Il était intelligent, calculateur. Il avait probablement compris que quelque chose n'allait pas. Peut-être avait-il vu son nom dans un rapport de police. Peut-être avait-il des informateurs. Quoi qu'il en soit, il s'était enfui. Les policiers avaient fouillé son bureau, sa société de logistique. Ils avaient trouvé des preuves accablantes, des documents qui prouvaient ses liens avec Étienne Marchand et les autres propriétaires d'ateliers clandestins. Des relevés bancaires qui montraient les transferts d'argent. Des listes de clients qui achetaient la marchandise contrefaite. Mais Olivier avait disparu. Il n'était pas chez lui. Pas à son bureau, pas chez ses amis. Son téléphone était éteint. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près de la gare de Perrache. Un mandat d'arrêt international avait été émis. Tous les aéroports, toutes les gares, toutes les frontières étaient surveillées. Mais Olivier restait introuvable. 3 jours plus tard, Margot avait reçu un appel, un numéro masqué. Elle avait hésité, puis avait décroché. « Allô ? C'était Olivier ?
Sa voix était froide, dure. « Je sais ce que tu as fait, Margot. Je sais que c'est toi qui m'as trahi. Toi et cette petite garce d'Amélie. Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Tu penses que je vais laisser passer ça ?» Margot avait senti la peur l'envahir. « Où es-tu, Olivier? Rends-toi. C'est fini. Tu ne peux plus t'échapper. » Il avait ri. « C'est fini pour moi? » « Non, Margot, c'est fini pour toi. Tu as détruit ma vie. Maintenant, je vais détruire la tienne. Et celle de ta petite amie aussi. Dis à Amélie qu'elle ferait mieux de regarder derrière elle. Je viens la chercher. Je vais la ramener où elle doit être. Et cette fois, elle ne s'échappera plus jamais. » Il avait raccroché. Margot avait immédiatement appelé la police. Ils avaient essayé de tracer l'appel, mais c'était trop tard. Olivier avait utilisé un téléphone jetable, impossible de le localiser. L'inspecteur avait proposé de mettre Margot et Amélie sous protection policière. Des gardes seraient dépostés devant leur domicile. Elles se devraient sortir qu'accompagnées. Margot avait accepté. Mais Amélie, quand on lui avait annoncé la nouvelle, avait paniqué. « Il vient me chercher, il va me ramener là-bas. Je ne veux pas y retourner. Je préfère mourir. » Thomas l'avait serré dans ses bras. « Tu ne retourneras jamais là-bas. Je te le promets. Je te protégerai. Même si je dois donner ma vie pour ça. » 2 jours plus tard, le soir, Margot conduisait seule sur l'autoroute A43 en direction de Chambéry. Elle avait décidé d'aller se réfugier chez une amie pour quelques jours, le temps que la police retrouve Olivier. Les policiers lui avaient déconseillé de partir, mais elle ne supportait plus de rester enfermée chez elle. Elle avait besoin de respirer, de s'éloigner. Elle roulait vite, trop vite peut-être. Il était presque minuit. La route était déserte. Soudain, son téléphone avait sonné. C'était Olivier. Elle avait décroché, main libre. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es sur l'autoroute, n'est-ce pas? Je te vois, regarde dans ton rétroviseur. » Margot avait regardé. Derrière elle, à quelques centaines de mètres, une voiture. Ses phares étaient allumés. Elle se rapprochait rapidement. Le cœur de Margot s'était mis à battre la chamade. C'était Olivier. Il la suivait, il l'avait retrouvée. Elle avait accéléré. La voiture derrière elle aussi. « Tu ne m'échapperas pas, Margot. Cette fois, je vais terminer ce que j'aurais dû faire avec ta sœur. Tu vas avoir le même accident qu'elle. Et tout le monde pensera que c'est juste la malchance. 2 sœurs, 2 accidents. Tragique. » Margot pleurait, ses mains tremblaient sur le volant. Elle appuyait sur l'accélérateur, mais la voiture d'Olivier était plus puissante. Il se rapprochait, encore et encore. Et puis, Olivier avait crié dans le téléphone. « Camille, Camille est là. Elle est sur la route. Tu la vois? Elle est là, devant moi. Mon Dieu, elle est là. » Margot avait regardé dans son rétroviseur. La voiture d'Olivier zigzaguait brusquement. Ses phares balayaient la route de façon erratique. Qu'est-ce qui se passait? Olivier hurlait maintenant. « Va-t'en, laisse-moi tranquille. Tu es morte. Tu es morte. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Soudain, un bruit terrible. Le crissement des pneus, le fracas du métal qui se tordait. Margot avait freiné brutalement. S'était arrêtée sur le bas-côté. Elle était sortie de sa voiture en courant. Derrière elle, à une centaine de mètres, la voiture d'Olivier était encastrée dans les glissières de sécurité. La fumée s'échappait du capot. Margot avait sorti son téléphone, avait appelé les urgences. Il y a eu un accident sur l'autoroute A43, direction Chambéry. Au kilomètre 68, envoyez une ambulance. Vite, elle s'était approchée prudemment de l'épave. Olivier était toujours dans la voiture, affalé sur le volant. Il saignait du front, mais il était conscient. Il murmurait quelque chose. Margot s'était penchée pour écouter. « Camille, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. » Les ambulances et la police étaient arrivées 15 minutes plus tard. Olivier avait été extrait de la voiture, placé sur une civière. Il avait plusieurs côtes cassées, une fracture au bras droit, une commotion cérébrale, mais il vivrait. Les policiers avaient menotté Olivier sur la civière avant de le transporter à l'hôpital. Margot avait donné sa déposition. Elle avait raconté la poursuite, les menaces, l'accident. Mais elle n'avait pas parlé de ce qu'Olivier avait dit sur Camille, de comment il avait crié qu'il la voyait sur la route. Les policiers n'auraient pas compris. Ils auraient pensé qu'il délirait à cause du choc. Mais Margot savait. Elle savait que Camille était venue, une dernière fois, pour la sauver. À l'hôpital, pendant qu'Olivier était en chirurgie, les inspecteurs l'avaient interrogé. Il avait tout avoué, tout. Il avait reconnu avoir financé les ateliers clandestins, avoir blanchi l'argent à travers sa société de logistique, avoir ordonné le meurtre de Camille. Il avait payé un mécanicien pour couper les freins de sa voiture. 2 fois. La première fois, elle avait survécu par miracle. La deuxième fois, il s'était assuré que le travail soit bien fait. Il avait même admis avoir surveillé Margot, avoir deviné qu'elle préparait quelque chose contre lui. C'était pour ça qu'il l'avait suivie sur l'autoroute, pour la tuer avant qu'elle puisse témoigner. Mais quand les inspecteurs lui avaient demandé pourquoi il avait perdu le contrôle de son véhicule, il était devenu étrange. Il avait insisté sur le fait qu'il avait vu Camille, qu'elle se tenait au milieu de la route, vêtue de blanc, les cheveux flottant dans le vent, qu'elle le regardait avec ses yeux verts qu'il connaissait si bien.
des yeux remplis de tristesse et de reproches. Il avait donné un coup de volant pour l'éviter, et c'est là qu'il avait percuté les glissières. Les inspecteurs avaient noté ses déclarations, mais n'y avaient accordé aucune importance. Hallucination due au stress, avait-il conclu. Un homme pris de panique qui voyait des fantômes. Les jours suivants, l'affaire avait pris une ampleur nationale. Olivier Lacroix était devenu le visage du scandale. Les journaux publiaient sa photo en première page. L'homme d'affaires respecté, le philanthrope qui faisait des dons à des œuvres caritatives, était en réalité un criminel, un esclavagiste moderne, un meurtrier. Son entreprise avait été saisie, ses comptes bancaires gelés. Tous ses complices avaient été arrêtés. Étienne Marchand, Gisèle, les propriétaires des autres ateliers, les acheteurs de marchandises contrefaites. Le réseau entier s'était effondré comme un château de cartes. Les 23 personnes libérées de l'atelier de Vénissieux avaient témoigné. Leurs histoires étaient toutes différentes, mais toutes terribles. Nadia, la femme de 42 ans qu'Amélie connaissait, avait raconté qu'elle était venue de Roumanie avec la promesse d'un travail légitime dans une usine textile. Mais dès son arrivée, on lui avait confisqué son passeport. On l'avait enfermée dans le hangar. Elle avait travaillé là pendant 2 ans. 2 ans sans voir le soleil, sans respirer l'air frais, sans parler à sa famille. Élodie, une femme de 35 ans, avait fui un mari violent. Elle avait accepté ce travail parce qu'on lui avait promis un logement et la sécurité. Au lieu de cela, elle avait trouvé une autre forme d'emprisonnement. Toutes ces personnes étaient maintenant libres. Elles recevaient une aide psychologique, un soutien financier, un accompagnement pour se réinsérer dans la société. Certaines retournaient dans leur pays d'origine. D'autres choisissaient de rester en France, de recommencer leur vie ici. Amélie les avait rencontrées lors d'une réunion organisée par une association d'aide aux victimes. C'était difficile de se revoir, de se rappeler ce qu'elles avaient vécu ensemble, mais c'était aussi libérateur. Elles n'étaient plus seules, elles pouvaient parler, partager, pleurer ensemble, et surtout, elles pouvaient témoigner. Leur voix comptait maintenant, leur histoire serait entendue. Le procès d'Olivier Lacroix et de ses complices était prévu pour dans 6 mois. Les avocats préparèrent leur dossier, les témoins étaient convoqués. Amélie savait qu'elle devrait témoigner devant la cour, raconter son histoire devant des juges, des avocats, des journalistes, le public. L'idée la terrifiait, mais Margot lui avait dit quelque chose qui l'avait aidée. « Tu ne témoignes pas seulement pour toi, Amélie, tu témoignes pour Camille, pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu ta chance, pour que ça ne se reproduise plus jamais. » Et Margot avait raison. C'était plus grand qu'elle. C'était une question de justice. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Margot n'avait dit à personne, quelque chose qu'elle gardait pour elle. Depuis l'accident sur l'autoroute, elle sentait la présence de Camille, pas tout le temps, juste parfois. Un parfum de jasmin qui flottait dans l'air alors que personne ne portait ce parfum. Une sensation de chaleur sur son épaule, comme une main qui se posait là. Une voix douce qui murmurait dans ses rêves. « Tu as bien fait, ma sœur, je suis fière de toi. Ne pleure plus, je suis en paix maintenant. » Margot voulait croire que c'était réel, que Camille était encore là. D'une certaine façon, qu'elle veillait sur elle. 1 mois après l'arrestation d'Olivier, Margot était retournée sur les lieux de l'accident de Camille. La route de Grenoble, le virage où sa sœur avait perdu la vie. Elle avait apporté des fleurs, des roses blanches. Elle les avait déposées au pied de l'arbre contre lequel la voiture s'était écrasée. Il y avait déjà des fleurs là, fanées, déposées par d'autres personnes qui avaient reconnu Camille. Margot s'était agenouillée, avait touché l'écorce de l'arbre. C'était ici que tout s'était terminé. Ou peut-être que tout avait commencé ici. Sans la mort de Camille, Margot n'aurait jamais découvert la vérité. Elle n'aurait jamais trouvé les preuves. Elle n'aurait jamais sauvé toutes ces personnes. « Je te dois tout, Camille. » Margot avait parlé à voix haute, les larmes coulant sur ses joues. « Tu m'as montré qui était vraiment Olivier. Tu m'as donné le courage de le combattre. Tu as sauvé ma vie sur cette autoroute. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'était toi. Je l'ai senti. Merci, ma sœur. Merci pour tout. Et je suis désolé. Tellement désolé de t'avoir trahi, de t'avoir pris l'homme que tu aimais. Je ne savais pas quel monstre il était. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le vent s'était levé soudainement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Et dans ce bruissement, Margot avait cru entendre une voix. « Je te pardonne, va, et sois heureuse. » Margot était restée là pendant 1 heure, assise au bord de la route, regardant les voitures passer. Elle pensait à tout ce qui s'était passé, à sa vie avant, quand elle pensait qu'elle avait tout, un mari aimant, une belle maison, une carrière réussie, mais tout ça était un mensonge, une illusion. Maintenant, elle n'avait plus rien, plus de mari, plus de maison, plus de certitude. Mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait la vérité. Elle avait la conscience tranquille. Et elle avait la mémoire de sa sœur, qui resterait toujours avec elle. Quand elle était rentrée chez elle ce soir-là, elle avait trouvé une enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo de Camille, souriante, tenant son chien Lucky dans ses bras. Au dos,
quelques mots écrits à la main. « Continue de te battre. Je veille sur toi. Toujours. » Margot avait serré la photo contre son cœur. « Merci Camille. Merci d'être mon ange gardien. » 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation d'Olivier. L'automne était arrivé à Lyon, colorant les arbres de rouge et d'or. À la résidence Les Pins Dorés, la vie avait repris son cours tranquille. Les résidents prenaient leur café au soleil dans le jardin, regardaient les feuilles tomber, racontaient leurs histoires. Amélie continuait son travail, mais quelque chose avait changé en elle. Elle souriait plus facilement maintenant. Elle ne sursautait plus à chaque bruit. La peur qui l'habitait depuis si longtemps commençait à s'estomper, lentement, mais sûrement. Thomas lui avait proposé de l'épouser. C'était un dimanche matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble dans la petite cuisine de la résidence. Il n'y avait pas eu de grande mise en scène, pas de genoux à terre, pas de bague en diamant. Juste lui, elle, et une question simple. « Veux-tu être ma femme, Amélie ?» Elle avait regardé cet homme qui l'avait soutenue dans ses moments les plus sombres, cet homme qui la regardait avec tant d'amour, tant de tendresse. Et elle avait dit oui, sans hésitation. « Oui Thomas, je veux être ta femme. » Ils avaient décidé de se marier rapidement. Pas de grande cérémonie, pas de fête extravagante, juste une petite cérémonie civile à la mairie, suivie d'une réception à la résidence. Madame Beaumont, la directrice, avait immédiatement proposé d'organiser la réception dans le jardin. Les résidents étaient ravis. Ils adoraient Amélie et Thomas. Ils les considéraient comme leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils voulaient tous être présents pour ce jour spécial. Madame Véronique avait même proposé de prêter sa robe de mariée, celle qu'elle avait portée lors de son 3e mariage. « C'est une robe magnifique, ma chérie. Du satin blanc avec des perles brodées. Elle te fera une silhouette de rêve. » Amélie avait accepté avec gratitude. Elle n'avait pas les moyens d'acheter une robe de mariée, et l'idée de porter celle de Madame Véronique la touchait profondément. Mais il manquait quelque chose. Quelqu'un. Amélie voulait que son frère soit là. Julien. Elle ne l'avait pas vu depuis presque 1 an. Elle ne savait même pas où il était, s'il allait bien. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était le jour où elle était partie travailler dans l'atelier de Vénitieux. Il avait pleuré, l'avait supplié de ne pas y aller, mais elle n'avait pas eu le choix. C'était la seule façon de le sauver, de payer sa dette. Maintenant, elle était libre. Mais était-il toujours en sécurité ? Avait-il été contacté par les hommes d'Étienne après sa fuite ? Elle devait le savoir, elle devait le retrouver. Margot l'avait aidé. Elle avait engagé un détective privé pour localiser Julien. Cela avait pris 2 semaines, mais il l'avait trouvé. Il vivait à Grenoble, travaillait comme serveur dans un restaurant. Il allait bien. Il était en sécurité. Le détective lui avait donné son adresse, son numéro de téléphone. Amélie avait appelé. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Le téléphone avait sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix familière avait répondu « Allô ? Julien, c'est moi. C'est Amélie. » Un long silence, puis un sanglot. « Amélie, c'est vraiment toi ? Mon Dieu, Amélie, où étais-tu ? J'ai essayé de te retrouver. J'ai cherché partout. J'ai contacté la police, les hôpitaux. Je pensais que tu étais morte. Je pensais que c'était ma faute, que tu étais morte à cause de moi. » Amélie pleurait aussi. « Non, Julien, je ne suis pas morte. Je suis vivante. Et je vais me marier. Je veux que tu sois là. S'il te plaît, dis-moi que tu viendras. » Il y avait eu un autre silence. Puis Julien avait dit, sa voix tremblante, « Bien sûr que je viendrai. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Dis-moi quand et où, et je serai là. Je te le promets, grande sœur. » Amélie avait raccroché et s'était effondrée dans les bras de Thomas. « Il vient. Mon petit frère vient à mon mariage. » Thomas l'avait serré fort. « Tout se met en place. Amélie, tout va bien se passer. Tu vas avoir ta famille autour de toi. Tu vas être heureuse. Tu le mérites. » Le jour du mariage était arrivé plus vite qu'Amélie ne l'aurait cru. C'était un samedi de fin septembre, une journée parfaite. Le ciel était d'un bleu éclatant, le soleil brillait doucement, et l'air sentait les feuilles d'automne et les fleurs du jardin. Amélie s'était préparée dans sa petite chambre avec l'aide de Margot et de Madame Véronique. La robe de satin blanc lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Margot lui avait coiffé les cheveux, les laissant tomber en boucles douces sur ses épaules. Madame Véronique lui avait prêté un collier de perles, pour quelque chose d'ancien et quelque chose d'emprunté, ma chérie. Ça porte bonheur. Amélie s'était regardée dans le miroir et avait à peine reconnu la femme qui lui faisait face. Elle était belle, vraiment belle. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Elle rayonnait de bonheur. Dans le jardin, les chaises avaient été disposées en rangées. Les résidents étaient tous là, habillés de leurs plus beaux vêtements. Certains portèrent des costumes qui avaient vu des jours meilleurs, d'autres des robes vintage qui avaient été élégantes dans les années 60. Mais tout le monde souriait, tout le monde était heureux. Au premier rang, Julien était assis à côté de Margot. Quand Amélie l'avait revu, elle avait fondu en larmes. Il avait tellement grandi. Il n'était plus le garçon de 18 ans qu'elle avait laissé. Il était devenu un homme qui la regardait avec tant d'amour, tant de respect. « Tu es magnifique, grande sœur. Je suis tellement fier de toi.
À côté de Julien se tenait sa petite amie Jenny, une jeune femme aux cheveux courts et au sourire chaleureux. Julien avait raconté à Amélie comment il l'avait rencontrée. Après qu'Amélie ait disparu, il était devenu fou d'inquiétude. Il avait rejoint une association de recherche de personnes disparues, comme bénévole. Il passait tous ses week-ends à chercher dans les bois, les rivières, les terrains vagues. Il espérait retrouver Amélie, mais il aidait aussi d'autres familles. Jenny était coordinatrice de l'association. Elle l'avait soutenue, encouragée. Petit à petit, ils étaient tombés amoureux. Julien n'avait jamais cessé de chercher sa sœur, mais il avait trouvé quelque chose d'autre en chemin. L'amour, l'espoir, un but. La cérémonie avait été simple mais émouvante. L'officier d'état civil avait prononcé les mots traditionnels. Thomas et Amélie avaient échangé leurs vœux. « Je promets de t'aimer dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Quand Thomas avait dit oui, sa voix était claire et ferme. Quand Amélie avait dit oui, elle avait à peine pu parler tant elle était émue. Mais elle l'avait dit. « Oui, oui, je le veux. » Ils s'étaient embrassés sous les applaudissements de tous les résidents. Madame Véronique pleurait ouvertement. Même Monsieur Bertrand, le vieil homme grincheux du 2e étage qui ne souriait jamais, avait les larmes aux yeux. Après la cérémonie, il y avait eu le moment du lancer de bouquet. Toutes les résidentes célibataires s'étaient rassemblées, riant et plaisantant comme des jeunes filles. Margot s'était jointe à elle, mais elle restait en retrait. Elle n'essayait pas vraiment d'attraper le bouquet. Après tout ce qui s'était passé avec Olivier, l'idée du mariage ne l'attirait plus beaucoup. Amélie s'était retournée, avait compté jusqu'à 3 et avait lancé le bouquet. Il avait volé dans les airs, tournoyant doucement. Il se dirigeait droit vers Margot, mais soudain, Madame Véronique s'était élancée avec une agilité surprenante pour une femme de 92 ans. Elle avait attrapé le bouquet d'un geste vif et l'avait levé au-dessus de sa tête, triomphante. Amélie avait ri. « Madame Véronique, j'étais sûre que ce serait vous qui l'attraperiez. » La vieille dame avait hoché la tête fièrement. « Année de danse sur scène, ma chérie. » L'agilité ne disparaît jamais. Tout le monde avait ri, applaudissant Madame Véronique. Mais au milieu des rires et des applaudissements, Margot avait entendu quelque chose. Une voix qu'elle connaissait bien. La voix de Camille. « Au revoir, ma sœur. Maintenant, je peux partir en paix. » Margot s'était retournée brusquement, cherchant la source de cette voix. Mais il n'y avait personne. Juste le jardin, les arbres, le soleil qui filtrait à travers les feuilles. Et pourtant, elle l'avait entendu, aussi clairement que si Camille se tenait à côté d'elle. « Au revoir, Camille. » Margot avait murmuré ces mots, les larmes coulant sur ses joues. « Merci pour tout. Repose en paix maintenant. Tu l'as mérité. » La fête avait continué jusque tard dans la soirée. Il y avait eu de la musique, de la danse, du rire. Les résidents racontaient des histoires de leur propre mariage, des histoires drôles et touchantes. Amélie et Thomas dansaient ensemble, serrés l'un contre l'autre, le monde entier disparaissant autour d'eux. C'était leur moment, leur nouveau départ. Julien était venu les voir, tenant Jenny par la main. « Je suis tellement heureux pour toi, grande sœur. Tu as trouvé ton bonheur. Tu le mérites après tout ce que tu as traversé. » Amélie l'avait embrassé sur la joue. « Toi aussi, tu mérites d'être heureux, Julien. Et je suis contente que tu aies trouvé Jenny. Prends soin de lui, d'accord ?» Jenny avait souri. « Je vous le promets. » Quand le soleil avait commencé à descendre, peignant le ciel de rose et d'orange, Margot s'était éclipsée discrètement. Elle avait besoin d'un moment seule. Elle s'était assise sur un banc à l'écart du jardin, regardant les jeunes mariés danser. Amélie était radieuse. Thomas la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. C'était beau, c'était juste. Après tout ce qu'Amélie avait enduré, elle méritait ce bonheur. Elle méritait cet amour. Margot pensait à sa propre vie, à tout ce qui s'était passé. Il y avait 6 mois, elle pensait avoir tout. Un mari, une carrière, une vie confortable. Maintenant, elle savait que tout ça était construit sur des mensonges et du sang. Olivier était en prison, attendant son procès. Il serait condamné, c'était certain. L'épreuve était accablante. Il passerait probablement le reste de sa vie derrière les barreaux, et c'était ce qu'il méritait. Mais Margot ne ressentait aucune satisfaction. Juste une tristesse profonde. Tristesse pour toutes les vies qu'il avait détruites. Tristesse pour Camille, qui était morte en essayant de faire ce qui était juste. Tristesse pour elle-même, qui avait été si aveugle, si naïve. Mais il y avait aussi de l'espoir. Margot avait repris la société de logistique d'Olivier. Enfin, ce qui en restait après que tous les actifs illégaux aient été saisis. Elle l'avait restructuré, avait viré tous les employés corrompus, avait embauché de nouvelles personnes. Des personnes honnêtes, intègres. Elle voulait transformer cette entreprise qui avait servi à faire le mal en quelque chose de bon. Elle avait créé un partenariat avec l'association qui aidait les victimes de trafic d'êtres humains. Une partie des profits de l'entreprise serait reversée à cette cause. C'était la meilleure façon qu'elle avait trouvée d'honorer la mémoire de Camille, de donner un sens à tout ce qui s'était passé. « Tu es seule ici ?» Margot avait levé les yeux. C'était Thomas. Il s'était assis à côté d'elle sur le banc.
juste besoin d'un moment pour respirer. Tout va trop vite parfois. Thomas avait hoché la tête. Je comprends. Mais tu sais, Amélie te cherchait, elle veut te remercier pour tout ce que tu as fait. Sans toi, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est grâce à toi qu'elle est libre. C'est grâce à toi que tous ces gens sont libres. Margot avait secoué la tête. Non, c'est grâce à Camille. Elle est celle qui a commencé tout ça, qui a risqué sa vie. Moi, je n'ai fait que terminer ce qu'elle avait commencé. Thomas avait souri doucement. Alors vous l'avez fait ensemble, toi et ta sœur, et maintenant, elle peut reposer en paix. Margot était retournée à la fête. Amélie l'avait attrapée par la main, l'avait entraînée sur la piste de danse improvisée. « Allez Margot, viens danser avec nous. Pas de tristesse aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre. On célèbre la vie, la liberté, l'amour. » Margot s'était laissée entraîner. Et pendant un moment, elle avait oublié tout le reste. Elle avait juste dansé, ri, profité de l'instant présent. C'était ce que Camille aurait voulu. Que Margot vive, qu'elle soit heureuse, qu'elle ne se laisse pas consumer par le chagrin et la culpabilité. La nuit était tombée maintenant. Le jardin était éclairé par des guirlandes lumineuses que Madame Beaumont avait fait installer. Ça donnait une atmosphère magique, féerique. Les résidents commençaient à se retirer dans leurs chambres, fatigués mais heureux. Ils avaient passé une merveilleuse journée, une journée qu'ils raconteraient pendant des mois. Amélie et Thomas s'étaient assis ensemble sur un banc, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel. « C'est parfait », avait murmuré Amélie. « Cette journée est parfaite. » Thomas avait passé son bras autour de ses épaules. « Oui, et ce n'est que le début. Nous avons toute une vie devant nous, une vie ensemble. » Julien et Jenny étaient devenus leur dire au revoir. Ils devaient rentrer à Grenoble. Julien avait serré sa sœur dans ses bras, longuement. « Prends soin de toi, grande sœur. Et appelle-moi plus souvent maintenant, je veux faire partie de ta vie, je veux rattraper tout le temps perdu. » Amélie avait promis, je t'appellerai, toutes les semaines. Et vous devez venir nous rendre visite, tous les deux. Jenny avait souri, nous viendrons, c'est promis. Ils étaient donc partis, main dans la main, disparaissant dans la nuit. Amélie les avait regardés partir, le cœur plein. Son petit frère était heureux, il avait trouvé sa voie, il allait bien. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Margot était la dernière à partir, elle avait embrassé Amélie sur les 2 joues. Sois heureuse, Amélie, tu le mérites tellement. Et n'oublie jamais que tu es forte, tu as survécu à l'enfer, tu peux survivre à tout. Amélie avait pris les mains de Margot dans les siennes. Merci Margot, pour tout, pour m'avoir cru, pour m'avoir aidé, pour avoir terminé ce que Camille avait commencé. Sans vous deux, je serais encore là-bas, ou pire. Margot avait souri tristement. Camille t'aimait beaucoup, tu sais, elle parlait souvent de toi. Elle disait que tu étais courageuse, qu'elle admirait ta force. Je pense qu'elle serait heureuse de te voir aujourd'hui, heureuse de savoir que tu as trouvé l'amour, que tu as retrouvé ta famille, que tu vis enfin. Après le départ de Margot, Amélie et Thomas étaient restés seuls dans le jardin. Le silence était apaisant, rompu seulement par le chant des grillons et le bruissement des feuilles. Amélie avait fermé les yeux, respirant profondément. L'air sentait les roses et l'herbe fraîchement coupée. C'était tellement différent de l'odeur du hangar, l'odeur de renfermé, de sueur, de peur. Ici, elle était libre. Ici, elle était aimée. Ici, elle était en sécurité. Thomas avait-elle murmuré. « Merci pour tout, pour m'avoir accepté avec mon passé, pour ne pas avoir eu peur, pour m'avoir aimé. » Il avait embrassé son front. « Je t'aimerai toujours, Amélie. Peu importe ce qui s'est passé avant. Ce qui compte, c'est maintenant. C'est nous. C'est notre avenir. » Dans les semaines qui avaient suivi le mariage, la vie avait continué. Amélie et Thomas travaillaient toujours à la résidence. Ils avaient décidé de rester, au moins pour le moment. C'était là qu'ils s'étaient rencontrés, là qu'ils étaient tombés amoureux. C'était leur endroit spécial. Les résidents les adoraient. Ils les traitaient comme leurs propres enfants. Madame Véronique demandait souvent à Amélie de venir prendre le thé dans sa chambre. Elle parlait de tout et de rien, de livres, de films, de la vie. Madame Véronique racontait ses souvenirs de la comédie française, les grands acteurs qu'elle avait côtoyés, les rôles qu'elle avait joués. Amélie écoutait, fascinée. Ces histoires lui faisaient oublier son propre passé, lui donnèrent de l'espoir pour l'avenir. Le procès d'Olivier Lacroix et de ses complices avait eu lieu en décembre. Cela avait duré 3 semaines. Amélie avait témoigné, comme elle l'avait promis. Ça avait été difficile, terriblement difficile, raconter devant toute la cour ce qu'elle avait vécu, regarder Olivier dans les yeux et lui dire qu'à cause de lui, elle avait perdu presque 1 an de sa vie, qu'à cause de lui, d'autres personnes avaient perdu bien plus, leur dignité, leur santé, parfois leur vie. Mais elle l'avait fait. Elle avait parlé d'une voix claire et forte, et quand elle avait fini, le juge l'avait remerciée pour son courage. Les jurés l'avaient regardée avec respect et compassion. Le verdict était tombé un vendredi après-midi. Olivier Lacroix avait été condamné à 25 ans de prison pour trafic d'êtres humains, travail forcé, blanchiment d'argent et meurtre.
Étienne Marchand avait reçu 20 ans, Gisèle, 15 ans, tous les autres complices avaient également été condamnés, la justice avait été rendue. Quand Amélie avait entendu le verdict, elle avait pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. C'était fini, vraiment fini. Elle pouvait enfin tourner la page, commencer vraiment sa nouvelle vie. Thomas l'avait serrée dans ses bras. « C'est terminé, mon amour. Tu es libre maintenant. Vraiment libre. » Margot aussi avait pleuré en entendant le verdict, mais ses larmes étaient différentes. C'étaient des larmes de justice. Pour Camille, pour toutes les victimes, Olivier paierait pour ce qu'il avait fait. Il ne ferait plus jamais de mal à personne. Après le procès, Margot avait de nouveau visité la tombe de Camille. Elle y allait souvent maintenant. Une fois par semaine, elle apportait toujours des roses blanches, les fleurs préférées de sa sœur. « C'est fini, Camille. Justice a été faite. Olivier va passer le reste de sa vie en prison. Toutes ces personnes sont libres maintenant. Grâce à toi, grâce à ton courage, grâce à ton sacrifice. Je ne t'oublierai jamais. Tu seras toujours ma grande sœur, mon héroïne, mon ange gardien. » Le vent s'était levé, faisant danser les feuilles mortes autour de la tombe, et Margot avait eu l'impression juste un instant de sentir une main se poser sur son épaule, une main douce et chaude, la main de Camille. Elle s'était retournée, mais il n'y avait personne, juste le cimetière silencieux et les arbres qui se balançaient doucement. Mais Margot souriait, parce qu'elle savait que Camille était là, qu'elle veillait sur elle, et qu'elle veillait aussi sur Amélie, sur Julien, sur tous ceux qu'elle avait sauvés. Les anges ne meurent jamais vraiment. Ils continuent de vivre dans les cœurs de ceux qu'ils ont touchés, dans les vies qu'ils ont changées, dans le bien qu'ils ont fait. Et maintenant, chers amis qui m'avez écouté jusqu'au bout, je veux vous dire quelque chose. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Abonnez-vous à cette chaîne pour écouter d'autres histoires qui parlent de courage, d'espoir et de rédemption. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette histoire d'Amélie et de tous ceux qui ont lutté pour leur liberté. Et surtout, rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours des anges qui veillent sur nous. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt pour une nouvelle histoire.